Qui ne voudrait pas prendre un bon bain dans cet étang frais par une si chaude journée d'été? Tu piques une tête dans son eau revigorante, la brise te caresse le visage. Tout est parfait. Jusqu'à ce qu'une ombre furtive glisse sous la surface. Tu penses à une feuille, vu sa taille, et tu n'y fais plus attention. Mais la chose te mord, et sur ton gros orteil! Tu te précipites vers la berge, et tu t'aperçois que tu t'es fait attaquer par une punaise d'eau géante. Tu as eu la malchance de tomber sur un insecte croqueur d'orteils. On l'appelle même parfois la tique alligator. Tu survivras à la morsure de ce monstre, mais ça va être désagréable. Les punaises d'eau géantes sont présentes dans le monde entier, dans les mares et les lacs. Et leurs morsures sont bien plus fréquentes qu'on ne le pense. Sois donc vigilant la prochaine fois. Voici comment tu peux les repérer. Cette punaise peut atteindre une longueur de plus de 10 cm. Selon le Guinness des records, cela en fait le plus grand insecte aquatique de la planète. On dit que sa morsure est l'une des plus douloureuses qu'un insecte puisse infliger à un humain. On les trouve dans le monde entier, mais elles sont particulièrement répandues en Amérique du Nord. Elles se fondent dans le paysage. Leur corps brun foncé imite les feuilles des zones humides. Pas étonnant que tu ne l'aies pas remarqué. Prédatrices, elles s'attaquent généralement aux petits poissons, aux têtards et à d'autres insectes. Mais elles peuvent également s'en prendre à de plus grosses proies, comme les serpents et même les tortues. Par chance, tu es beaucoup plus grosse qu'une tortue. Chez certaines espèces, les femelles pondent leurs œufs sur le dos des mâles. Ils les transportent ensuite partout où ils vont. Tu trouveras peut-être ça mignon, mais la vue d'une tique alligator transportant ses œufs est en réalité vraiment répugnante. Tu en auras immédiatement froid dans le dos. Et le pire, c'est que cet insecte aquatique peut aussi voler. Alors fais aussi bien attention à ce qui se passe au-dessus de ta tête. Tandis que tu reprends ton souffle sur la berge, quelque chose atterrit sur ton épaule. Vite, balaye ça du dos de ta main. C'est un ostridé. Ces insectes diptères sont minuscules et vicieux. Ils pondent leurs œufs sur des moustiques qui les déposent ensuite sous la peau des humains où ils pénètrent. La température de ton corps est un environnement parfait. Quand les œufs éclosent, les larves commencent leur vie. Elles doivent à tout prix se nourrir pour survivre. Charmant. On trouve cette mouche principalement en Amérique centrale et du Sud. Mais elle a également été repérée en Floride. Le ver plat à tête de marteau. Ça te dit quelque chose? Et non, il ne s'agit pas d'un animal hybride mi-requin, mi-lombric. Quoique, en examinant un de tout près, on a plusieurs fois signalé leur présence en Géorgie. Et ils portent bien leur nom, avec cette tête en forme de croissant. Sauf que ce n'est pas leur tête. Leur bouche se trouve au milieu de leur corps. S'ils sont si repoussants, ce n'est pas par hasard. Ces petites choses sont venimeuses. Ils produisent de la tétrodotoxine, la même que l'on trouve chez le poisson-globe. Les scientifiques ne savent pas encore de quelle manière ils utilisent cette toxine, mais il y a fort à parier que c'est pour attraper leur proie, d'autres vers. Nous ne savons pas non plus en quelle quantité cette toxine est dangereuse pour un humain, mais les experts nous conseillent de garder nos distances. Si tu l'écrases, ce ver a la capacité de se reformer, et donc de se multiplier, comme dans le mythe de l'hydre. Ce petit animal, qui n'a absolument aucun humour, est en plus considéré comme une espèce particulièrement invasive. La chenille Lonomia obliqua est elle aussi très intimidante, et pour cause. Avec son venin puissant, elle n'est pas là pour rigoler. Ses larves sont recouvertes de minuscules soies en forme de pic qui sécrètent une toxine anticoagulante très toxique. Se faire piquer est donc plutôt grave. Mais en plus, comme elles vivent en grappe, il est fréquent d'en rencontrer plusieurs en même temps. La plupart du temps, leur piqûre est indolore. Tant mieux, pas vrai? Eh bien, en fait, non. Parce qu'alors, on n'a aucune idée de ce qui vient nous arriver. Et puis, les symptômes apparaissent. En outre, tu ne trouveras aucune marque visible à l'endroit où tu as été piqué. Mais le plus étrange au sujet de cette chenille, c'est qu'elle est super petite par rapport aux dégâts qu'elle peut causer. Elle ne fait pas plus de 5 cm. On la trouve couramment dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, notamment en Uruguay, en Argentine et au Brésil. Mais attention, cette bestiole n'existe pas que sous une seule forme. La chenille n'est que le premier stade de la vie de cet insecte. Oui, cette horrible chose est bien un bébé. Une fois atteint l'âge adulte, elle prend une forme entièrement différente.
celle d'un papillon de la famille des Saturnidae. Mais ne te fais pas d'illusions, il n'est pas devenu inoffensif en perdant ses verrues urticantes. Il est toujours venimeux et maintenant, il peut voler. Tu te consoleras peut-être en apprenant qu'il ne vit que quelques semaines sous cette forme. Car une fois métamorphosé, il n'a plus de bouche pour manger. La toxine de l'araignée à toile entonnoir d'Australie peut terrasser un humain adulte en seulement 15 minutes. C'est pourquoi on la considère généralement comme l'araignée la plus dangereuse au monde. Bien qu'aucune espèce d'araignée à toile entonnoir ne soit très aimable, celle-ci remporte la palme haut la main. Elle est relativement grosse et agressive, avec des crocs orientés vers l'arrière capables de percer même tes ongles. Les mâles s'aventurent souvent dans les zones peuplées à la recherche de femelles et sont ainsi beaucoup plus susceptibles de faire des victimes. Elles font leur nid dans des endroits frais et couverts, sous les rochers et dans les troncs pourris. Mais on les trouve aussi souvent dans les arbustes et les pierres des quartiers de banlieue. Si tu ne vis pas en Australie, tu peux te rassurer, elles vivent exclusivement dans ce pays. Mais si tu y vis, et si tu en vois une, éloigne-toi au plus vite. La bonne nouvelle, un antivenin a été développé en 1981, mais il est quand même préférable de garder ses distances. Au fond de l'océan, dans les régions tropicales, tu pourras apercevoir un magnifique coquillage bigarré comme celui-ci. Il en existe de toutes les couleurs et de toutes les tailles, et il ressemble à de minuscules vases qu'on dirait fabriqués par de petits potiers sous-marins. Si tu es comme moi, tu auras sans doute envie de tendre la main pour le ramasser et le ramener chez toi. Mais tu dois absolument éviter de le faire, car il ne s'agit pas de n'importe quel coquillage. Il abrite un dangereux mollusque gastéropode. Ça n'a pas l'air très effrayant dit comme ça, mais tu vas vite comprendre. Comme la plupart des mollusques, le cône est plutôt lent. Mais il sait compenser ce défaut par un comportement déterminé. C'est un prédateur qui chasse d'autres mollusques, des poissons et des vers sous-marins. Il attend patiemment qu'une proie s'approche et soudain il projette sa dent en forme de harpon acéré qui transperce sa victime. Cette dent peut percer toutes sortes de tissus, y compris celui des gants de plongée. Si tu es un humain, et j'espère bien que c'est le cas, le cône aura très peu d'appétit pour toi. Mais ça ne l'empêchera pas de te piquer si tu t'approches trop près. Et tu ne sentiras probablement rien car le venin injecté s'accompagne d'un analgésique naturel. C'est cette absence de douleur qui rend cet animal si dangereux. Si tu ne sais pas ce qui t'est arrivé, tu ne t'apercevras pas que tu es en danger. Il sera bientôt trop tard. Alors, si tu vois un joli coquillage, évite de le toucher. Ce minuscule coléoptère bombardier a un talent unique. Lorsqu'il se sent menacé, il est capable de projeter un liquide corrosif bouillant sur ses assaillants. Il utilise cet acide nauséabond pour éloigner les prédateurs et se venger des autres insectes. Et ça marche bien. Parfois, il arrive même à survivre après avoir été avalé. Les grenouilles recracheront souvent ces bestioles après avoir goûté à cette substance peu agréable. On trouve ce coléoptère dans de nombreux écosystèmes, des déserts aux prairies en passant par les forêts les plus denses. Ils ont su s'adapter sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Mais tu n'en as probablement jamais vu, car ils sont minuscules, de la taille d'un ongle. Il est incroyable qu'une substance aussi corrosive puisse provenir d'un si petit insecte. C'est qu'il s'agit en fait d'un mélange de deux substances distinctes, l'hydroquinone et le peroxyde d'hydrogène, que l'animal conserve dans son abdomen grâce à un inhibiteur chimique. Elles sont stockées dans des cavités distinctes et doivent passer par des valves avant de se retrouver dans une cavité centrale où elles se combinent à une enzyme qui produit sa réaction. Les gaz créés se dilatent rapidement et produisent une forte chaleur. Alors fais bien attention à ne pas te mettre à dos l'un de ces petits gars. Tu penses peut-être que les zombies n'existent que dans les films, mais pour les cigales, c'est bien une réalité. Ce champignon, du nom de Massospora, a un but unique dans la vie. Il se glisse dans le corps des cigales, prend le contrôle de leur esprit et les transforme en véritables morts-vivants. Les cigales, ainsi affectées, agissent de façon très anormale, leur seul objectif étant désormais de propager le champignon parmi leurs congénères. Mais le plus effrayant, c'est qu'elles continuent à vivre comme si de rien n'était. Et il est impossible de savoir qu'elles ont été infectées. Elles se comportent un peu bizarrement, c'est tout. Et bientôt, il est trop tard. Bien qu'elles ne représentent pas un danger pour nous, l'idée qu'il puisse y avoir des zombies dans nos buissons a de quoi nous donner de sérieux cauchemars.
Les abeilles sont apparues sur Terre il y a 130 millions d'années et elles ont survécu aux dinosaures. Ce qui leur a permis de survivre si longtemps, c'est la structure incroyablement complexe de leur société et le travail d'équipe. Chaque abeille a son propre rôle et sa propre responsabilité. Certaines d'entre elles construisent et réparent leur foyer. D'autres abeilles le protègent, d'autres encore nettoient la ruche et vont chercher de la nourriture. Mais si tu pouvais te faufiler dans une ruche et comprendre comment tout ce système fonctionne, que verrais-tu à l'intérieur ? Pour une raison mystérieuse, tu arrives facilement à passer au travers des gardes. Mais si tu étais une abeille d'une autre colonie, ils ne te laisseraient pas entrer sans se battre. Les abeilles de garde ont l'air plutôt intimidantes. Elles se tiennent sur leurs 4 pattes arrière à l'entrée de la ruche et leurs pattes avant sont levées en l'air. Ces abeilles inspectent chaque insecte qui entre dans la ruche avec leurs antennes et leurs pattes avant. Chaque ruche a sa propre odeur et les gardiennes peuvent savoir si une abeille appartient à leur colonie rien qu'en la sentant. Seules les abeilles qui vivent dans la ruche peuvent y pénétrer. Soudain, tu vois quelque chose d'étrange. Une des abeilles gardiennes a détecté un intrus. Une abeille étrangère a dû essayer par erreur d'entrer dans la mauvaise ruche. Mais elle porte une charge de nectar et le gardien la laisse entrer. Apparemment, ça ne les dérange pas d'accepter des cadeaux de nourriture gratuits, même de la part d'étrangers. Tu es trop curieux pour rester là plus longtemps. La ruche n'a qu'une seule entrée. Tu remarques que les murs qui l'entourent ont un aspect étrange. En regardant de plus près, tu comprends qu'ils sont recouverts d'une fine couche d'une substance inconnue. C'est de la propolis, une résine végétale endurcie produite par les abeilles. Elle aide à combattre les infections et à guérir différents problèmes de santé. Un peu plus loin, tu peux voir d'innombrables nids d'abeilles. Ce sont pleins de cellules hexagonales faites de cire d'abeille. Les abeilles les utilisent pour stocker la nourriture, pollen et miel. C'est aussi là qu'elles gardent les œufs, les larves et les nymphes. Les alvéoles sont fixées aux parois de la ruche. Elles s'étendent de haut en bas et sont même fixées sur les parois. Mais on distingue des passages étroits le long des bords des alvéoles. Les abeilles les utilisent pour se déplacer à travers la ruche. Tu devrais aussi pouvoir te faufiler dans l'un de ces tunnels. Après avoir exploré l'endroit, tu découvres que les abeilles stockent le miel dans la partie supérieure de la ruche. En dessous, il y a des cellules qui contiennent du pollen. Ensuite, il y a des cellules utilisées pour conserver les œufs des futures abeilles ouvrières. Et tout en bas, il y a les œufs de faux bourdons. Bien sûr, ton objectif est de voir la reine des abeilles, mais ce n'est pas si facile de la trouver. D'abord, tu rencontres plein d'autres abeilles. La plupart d'entre elles sont des ouvrières. Elles constituent la plus grande partie de la population de la ruche, et ce sont toutes des femelles. Chacune d'entre elles a sa propre tâche. La plus commune d'entre elles est le butinage. Tu aperçois une abeille qui quitte la ruche et tu décides de la suivre. La reine peut attendre un peu, tu veux voir comment les abeilles fournissent de la nourriture à la ruche. L'abeille bourdonne devant toi. Après avoir visité quelques fleurs, elle se met soudain à s'agiter en faisant du surplace. Ah, c'est la fameuse danse des abeilles. C'est ainsi que les abeilles communiquent. Une fois qu'une butineuse a trouvé une source parfaite de nectar, elle commence à exécuter une danse très précise. Elle consiste en une série de lignes droites et de chiffres en 8. Tout au long de la danse, l'abeille secoue également ses ailes. La durée de la danse indique à quelle distance de la ruche se trouve le nectar. Toutes les 75 millisecondes représentent une distance de près de 100 mètres supplémentaires. L'intensité de la danse dépend de la richesse de la source de nectar. Plus le mouvement est intense, plus l'abeille a trouvé une bonne source. Et il y a aussi l'angle de la danse. Il montre la direction du nectar par rapport au soleil. Ton abeille doit avoir trouvé des tonnes de nectar. Elle vibre pratiquement. Soudain, elle commence à voler vers la ruche. Tu la suis. Là-bas, l'abeille fait une danse agitée devant les autres abeilles ouvrières. C'est ainsi qu'elle indique aux autres qu'elles doivent aller butiner tout de suite. Tu décides de rester derrière et de regarder ce qui va se passer. Bientôt, les abeilles reviennent. Elles ont rapporté beaucoup de nectar qui doit être transformé en miel. Ton abeille fait une danse tremblante cette fois. Elle secoue ses pattes d'une manière qui fait trembler tout son corps. Cette petite danse incite les autres ouvrières à se baisser pour traiter le nectar. Il est temps pour toi de reprendre tes recherches. Tu replonges dans la ruche et tu commences à te faufiler dans les petits passages. Tu tombes sur les cellules où les abeilles ouvrières commencent leur vie sous forme d'œufs. Il faut 21 jours à une abeille pour passer de l'œuf à une ouvrière adulte. La première tâche de cette nouvelle ouvrière est de nettoyer la cellule où elle a grandi. La cellule devient alors une pépinière pour un nouvel œuf, et l'abeille s'occupe de cet œuf. Plus tard, elle nourrit la larve et la garde au chaud. Au cours de la phase suivante de sa vie, lorsqu'elle est âgée de 12 à 20 jours, l'abeille commence à effectuer des tâches autour de la ruche. Elle produit de la cire, stocke le pollen et le nectar, construit la ruche, garde l'entrée et ainsi de suite. Lorsque l'abeille atteint l'âge de 20 jours, elle devient une butineuse. Elle cherche et livre du pollen, du nectar et de la résine d'arbre pour fabriquer de la propolis.
L'abeille apporte également de l'eau, les abeilles en ont besoin pour boire et refroidir la ruche. À un moment donné, tu vois quelque chose qui ressemble à une chambre d'hôpital. Là, des abeilles ouvrières s'occupent de ceux qui ne se sentent pas bien. Les médecins leur apportent différents types de miel en fonction de leurs problèmes. S'il n'y a pas d'autre moyen, elles sortent une abeille malade de la ruche. Cela permet d'éviter que toute la colonie ne tombe malade. Et puis il y a aussi les abeilles qui contrôlent la température. La température dans la ruche est généralement d'environ 35 degrés Celsius. Il est crucial de la garder ainsi, ni plus chaude ni plus froide. Sinon, les œufs ne vont pas éclore. Tu vois un groupe d'abeilles et tu comprends instantanément que ce sont des abeilles à température. Apparemment, la température de la ruche a baissé et maintenant, elles essaient de la réchauffer. Elles vibrent d'une manière spéciale, ce qui augmente leur température corporelle. Et tu peux sentir l'air autour de toi devenir un peu plus chaud. Si elles avaient besoin de refroidir la ruche, elles iraient chercher des gouttes d'eau. Puis elles apporteraient cette eau sur leur dos. Une fois dans la ruche, elles feraient battre leurs ailes très vite, ce qui ferait s'évaporer l'eau et baisser la température. Tu avances et tu tombes bientôt sur une abeille que tu n'as jamais vue auparavant. Elle a des yeux énormes, un grand corps et pas de dard. C'est un faux-bourdon, le seul type d'abeille mâle de la ruche. Ils n'ont pas non plus d'outils pour butiner. Leur seul but est de s'accoupler avec la reine et de prendre soin d'elle. La vie du faux-bourdon n'est pas très longue. D'une part, si cette abeille parvient à s'accoupler avec la reine, elle ne survit jamais au processus. Et s'il y a une pénurie de nourriture, ou si l'hiver approche, les abeilles ouvrières expulsent généralement les faux-bourdons de la ruche et ne les laissent pas revenir. Waouh, c'est dur! Tu continues jusqu'à ce que tu remarques enfin une pépinière. Là, tu aperçois une abeille qui fait 2 fois la taille d'une abeille ouvrière. Ta quête touche à sa fin. C'est la reine. Cette abeille est la plus importante pour la ruche, car c'est la seule abeille qui peut pondre des œufs. Malgré son titre, la reine ne règne pas vraiment, et son cerveau est plus petit que celui d'une ouvrière. Mais elle produit des phéromones spéciales qui influencent l'humeur de toute la ruche. La reine donne également naissance à toutes les abeilles de la colonie. Lorsque la reine est encore une larve, les abeilles ouvrières la nourrissent de gelée royale. Il s'agit d'une gelée à très forte teneur en sucre. Une cellule plus grande et un tel régime alimentaire permettent à la future reine d'avoir un corps plus grand et d'être capable d'émettre des phéromones. Lorsque la reine s'est accouplée avec les faux-bourdons, elle retourne à la ruche. 3 jours plus tard, elle commence à pondre des œufs et ne s'arrête jamais. Elle travaille particulièrement dur au printemps, pondant un œuf toutes les 20 secondes. Pas étonnant que plus tard dans l'année, la colonie compte déjà une population de 30 000 à 60 000 abeilles. Mais attends, il se passe quelque chose d'étrange. Un groupe d'abeilles ouvrières, en fait beaucoup d'entre elles, peut-être la moitié de la colonie, quittent la ruche avec la reine à leur tête. Cela signifie que la colonie est devenue trop grande. La reine sort pour la première fois depuis l'accouplement. Et l'essaim entier part à la recherche d'une nouvelle maison. De retour à la ruche, une nouvelle reine sortira d'un œuf 8 jours plus tard.